Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le salon tactique. La France est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde pour défendre son titre 4 ans après. Ce sera dimanche face à l'Argentine. L'équipe de France qui vient donc de battre le Maroc 2-0. Un but de Théo Hernandez en première, un deuxième de Randal Colomwani en seconde période. Alors, Zach n'est pas là, n'est pas encore là, vous le savez. Il est au stade. Al Baït, là où s'est jouée la demi-finale, il a assisté au match en direct. On espère qu'il pourra passer, nous faire un petit coucou pendant l'émission. Normalement, ça devrait le faire, il nous l'a promis. Donc Zach va passer. En attendant, je suis avec le pilier de cette émission, Raphaël Cosmidis. Comment ça va, Raphaël? Salut Dan. Contrairement à ce que tout le monde pense, ça va. Je vais plutôt bien parce que je sais que certains me suivent sur les réseaux, que j'ai été un peu bougon. Je suis malade, mais je suis là. Le froid m'a attaqué parce que je suis un grand cycliste, donc comme tu le sais Dan, mais moins que toi. Donc j'ai un peu pris un coup de froid, mais ce match m'a réchauffé pour diverses raisons. Donc j'ai hâte qu'on le décrypte, qu'on le dissèque ensemble. Le Raphaël Bougon est toujours et très souvent un Raphaël pertinent. Préparez-vous sur le chat. Je vois qu'il y a déjà tout un tas d'habitués. Ça fait plaisir de vous voir, les amis. Évidemment, vu que Zach ne va pas être avec nous sur une grande partie de l'émission, le troisième protagoniste, c'est vous. Donc, je vais essayer de garder un œil sur le chat. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. On va rebondir. On a au moins une heure. On a une bonne grosse heure pour débriefer ce match. Ce match qui nous a fait encore une fois passer par tout un tas d'émotions, hein, avec l'équipe de France, on est habitué. Euh, et finalement, ça passe encore. Euh, Raphaël, est-ce que tu veux donner ta première impression avant qu'on rentre dans les détails? Ta première impression, qu'est-ce que tu te dis à la fin de ce match et de cette victoire 2-0 de l'équipe de France? Je me dis que comme on le pensait, comme on le devinait, Didier Deschamps n'a que faire des considérations esthétiques et qu'il a raison. Il a bien raison, de laisser le ballon au Maroc comme ça, c'était une démarche attendue et qui, je trouve, était bien vue parce qu'on les a jamais vus dans cette configuration, de Maroc, jusqu'à ce match-là, cette demi-finale. Et du côté marocain, j'ai été surpris parce qu'ils ont été capables de faire sur certaines séquences. C'était un contexte qu'ils découvraient sur cette compétition et je trouve qu'ils ont, pas été ridicules du tout. Qu'il y a eu des vraies idées, qu'il y a eu des zones où ils ont été forts, qu'il y a eu des circuits qui ont bien fonctionné. Alors ils ont un manque de qualité dans les 30 derniers mètres, surtout dans la surface adverse qu'on connaissait et on parlera des perfs individuels de la défense. Mais vraiment, c'est un match où je trouve que dans ce contexte-là, je m'attendais à un plus gros écart. Je m'attendais à surtout vu le scénario, je m'attendais à ce que l'équipe de France puisse contre-attaquer avec plus de verve, avec plus d'idées et qu'elle soit, un peu plus solide dans son bloc médian, bloc bas, qui est la configuration préférentielle de Deschamps. Et je trouve, alors après c'est un avis personnel et peut-être que les gens ne sont pas d'accord, que l'équipe de France s'est fait bousculer sur ses certitudes justement par une équipe du Maroc qui n'en avait pas dans ce domaine-là. Et c'est là, je trouve que qu'au-delà de ce match-là, ça peut poser des questions pour la finale contre une Argentine plus talentueuse, notamment dans la surface et notamment avec Lionel Messi évidemment, s'il a de la liberté. Alors, quant à moi, ce que je me dis à la fin de ce match, plusieurs choses. Déjà que cette équipe de France, c'est l'illustration même que le match se joue dans les deux surfaces et qu'un match de foot se, se bascule dans les deux surfaces. Parce que même en deuxième période où l'équipe de France souffre, ou en tout cas elle subit, on va dire, eh bien, je trouve qu'elle n'a pas concédé grand-chose, voire vraiment, vraiment très, 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 très peu. Il faut attendre le temps additionnel pour avoir une vraie occasion. Avant, il y a deux, trois frissons, mais il y a trois tirs du Maroc en deuxième période. Et ces trois tirs, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Il y a une frappe improbable d'Amrabat loin du cadre. Il y a Abouklal qui prend le ballon sur le dessus de la tête et la balle va en touche. Et puis, il y a une tentative de volée d'Atiatala du pied droit qui part vers l'arrière. Donc voilà, jusqu'au temps additionnel, voilà ce qu'a concédé l'équipe de France en termes de tir. Alors après, on verra à quoi c'est dû. Mais, mais
si on si on doit se demander si le score, reflète, le contenu du match et si on dit que le contenu, c'est avant tout se créer davantage d'occasions que l'adversaire, bon, on peut dire que vu que la France s'est créé davantage d'occasions que son adversaire, la victoire est en cohérence avec le contenu. Après, si on pense que le contenu, au contraire, c'est d'avoir un peu plus de maîtrise entre les deux surfaces, là, évidemment, il y a plus de choses à dire. Il y a plus de choses à dire. On va développer tout ça. Euh, dites dans le chat, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous semble une victoire logique par rapport au contenu ou est-ce que vous vous dites que justement euh, c'est une équipe de France, on va dire, avec de la réussite? Voilà, j'aimerais bien savoir ce qui se dit là-dessus. Raphaël, euh, est-ce qu'on va commencer par le départ? Euh, Déjà, il y a eu une surprise sur les compos. Walid Regragui, non seulement aligne à la fois Romain Saïs et Naïef Aguerd, qui était incertain avant le match, et d'ailleurs qui n'était pas en état de jouer. Hein, on l'a vu, c'était un vrai pari. Non seulement il aligne ces deux joueurs-là en défense, plus une défense à 5. C'est le premier gros changement de Regragui sur son 11 de départ depuis le début de la compétition. Il l'avait déjà fait en cours de match en revanche. Il avait En déjà cours de match, utilisé ouais, cette mais défense à pas sur 5 son 11 de départ, ouais. en cours de match, donc ouais, c'était la première fois sur un début de match. Et alors sur la défense de la largeur, ça a été plutôt bien, mais je trouve que ça les a un peu limités, sur ce qu'ils étaient capables de faire depuis le début de la compétition, et notamment sur l'idée de renverser sur les transitions. Parce que comme Ziyech et Bouffal étaient un peu plus intérieurs, notamment défensivement, quand tu récupérais le ballon, tu avais plus forcément le même fonctionnement. Donc ils sont repassés à 4 assez rapidement à partir de la blessure de Saïs, je crois, Dan, si je ne m'abuse. C'est à partir de ce moment-là Mhm. qu'ils repassent à 4 et aussi parce que le score est ouvert par la France. Donc ouais, C'est il y a eu cette qui modification. Amala, le milieu de terrain qui remplace Ouais, Saïs. et ils repassent Et à ah 3 au et milieu Aguerd, avec, pardon, j'ai dit qu'Aguerd était aligné, excusez-moi, en fait, au ouais. dernier moment, au dernier moment, en fait, il peut pas tenir sa place, dès l'entraînement, il peut pas tenir sa place. Pardon, vas-y Raph. Non, non, mais je continue sur l'approche du match. Après, on a vu une équipe de France qui déjà, avant de marquer, était un peu dans le même schéma que contre l'Angleterre, c'est-à-dire des possessions à tour de rôle. On l'avait évoqué dans la dernière émission où tu as le ballon, tu attaques un bloc médian, tu le perds, tu te remets en bloc médian et c'est le Maroc qui t'attaque à son tour. Ça, on l'a vu même sur les 5 premières minutes. Il y a cette première occasion qui rentre et c'est décisif pour le scénario du match et on en avait parlé. Qu'est-ce qui va se passer si le Maroc encaisse le premier but? Qu'est-ce qui se passe si la France met sa première occasion? Parce que c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé au Maroc. Il y avait eu toujours des premières occasions pour l'adversaire, mais ça avait été détourné par Bounou, ça avait été renvoyé par un joueur, ça avait tapé le poteau et là ça fait but. Donc ça les a vraiment embêtés. Ça a permis à la France de se mettre dans son plan, je pense voulu par Deschamps, qui était d'attendre. Et alors, je vais parler à titre personnel, comme dirait Zach. Le plan, je trouve qu'il y a pas de problème avec le plan. L'équipe de France peut jouer comme elle le veut, mais je trouve que le plan en question d'attendre en bloc médian, bloc voire bloc bas, pardon, est-ce que dans l'exécution, toi, ça t'a convaincu, Dan? Je trouve qu'il y a eu beaucoup de Alors, liberté pour justement, Unai, il y a eu beaucoup de 3 voilà, on contre va y 2 sur le revenir. côté droit pour le On va y Maroc. revenir. Je voulais Heu, d'abord évacuer le c'est sujet de la l'exécution. compo. Alors il y a une différence entre l'intention et l'exécution. C'est là que peut-être je me suis pas fait Ouais, comprendre. je voulais d'abord évacuer le sujet de la compo parce qu'en fait, il y a eu deux approches différentes. D'un côté, on l'a dit, Regragui aussi, du fait de la qualité, de l'écart de qualité entre son banc et son 11 titulaire, notamment en défense centrale, s'est dit, j'ai des joueurs qui sont pas à 100%, mais je tente le coup. Et en face, tu as Didier Deschamps qui a pris aucun risque, ou pas Mécano, Rabiot sont un peu diminués. On ne fait jouer que des joueurs à 100%. Et donc Konaté, qui a encore montré que c'était le remplaçant le plus fiable de l'équipe de France, et Fofana ont remplacé donc dans le 11 de départ. Et juste pour évacuer cette histoire de compo, très vite on voit que Saïs n'est pas dans le match. Et d'ailleurs, je me dis à un moment quand Giroud, sur le dégagement, quand Giroud frappe sur le poteau, on voit que Saïs ne peut pas couvrir et n'arrive pas en fait
arrive pas à gérer la trajectoire du ballon et puis il peut pas sprinter, et cetera. Heu, je me dis: «Ah, c'est ça l'équipe de France peut regretter de pas sanctionner ce comment dire? Ces failles-là parce que pour le coup, l'équipe de France en général, tu vois, on le dit sur le chat, bon, elle sanctionne quoi. Tu fais des erreurs, tu peux maîtriser le match, tu fais des erreurs, elle sanctionne. Et là, l'équipe de France, alors certes, avait marqué le premier but, mais en première mi-temps, a pas mal d'occasions, du fait aussi, à mon avis, de un peu du trouble qu'il y avait dans la défense marocaine, parce qu'ils avaient changé d'organisation au début, parce qu'il y a eu des changements, parce que Yamik a commencé à gauche, il y avait tout un tas de choses. Tu sanctionnes pas, bon finalement tu es pas puni, mais je pense qu'à la mi-temps, il y avait un petit regret là-dessus, malgré tout. On a évacué le sujet des compos. On nous dit, «La France a un peu gagné à la marocaine». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ils défendent pas du tout comme le Maroc, en fait. C'est-à-dire que le Maroc est rarement déséquilibré dans son bloc médian, bloc bas. Ils défendent des centres, ils sont déjà en position de défendre. Là, la France, c'est complètement différent. C'était souvent des situations de déséquilibre partiel où il y avait un Marocain qui, côté droit, arrivait à passer dans le dos de la défense, à prendre de la vitesse et à centrer. Et on a vu Griezmann venir aider à plusieurs reprises ses défenseurs centraux. Le Maroc, en général, ses lignes ils sont déjà prêtes à renvoyer ces ballons-là. La France, c'était un peu plus désorganisé, notamment parce que plus haut sur le terrain, on a revu un peu les mêmes problématiques que contre l'Angleterre, c'est-à-dire une défense très individuelle de Giroud sur Amrabat, une défense comme il avait fait sur Rice, une défense très individuelle sur les milieux marocains, notamment Ounahi. Et c'est pour ça que je pense que quand le Maroc est passé à 3, ça a perturbé la France parce que tu avais 3 milieux à défendre au lieu de 2. Au début du match, tu avais Ounahi et Amrabat qui étaient suivis par Giroud et Griezmann. Donc finalement, tu étais bien parce que tu étais sur du 1 contre 1. Et quand Amala est rentré, Griezmann n'a pas pu suivre Unai en marquage individuel, aussi Alors, j'ai une fortement petite parce qu'il re j'ai un petit il y a eu désaccord 3 joueurs au là-dessus. lieu de 2. Raph, je trouve qu'au Dis-moi? début de match c'est moins clair que Giroud est sur Amrabat et qu'il y a un ajustement parce que justement, sur la première partie de la première période, Unai trouve beaucoup, bah, la fameuse zone, en fait, il y a Hakimi qui vient à l'intérieur, et il y a Unai qui se projette, Amrabat aussi de temps en temps et donc autour de Tchouaméni, on a montré, plein de fois dans cette émission toutes les zones qu'il avait à la zone assez large qu'il avait à couvrir. Le Maroc arrivait à avancer et j'ai trouvé que le repli de Giroud était un peu plus clair au milieu de la première période. Et c'est à partir de là, je crois que c'est après la demi-heure, où l'équipe de France arrive à redéfendre en avançant, tu vois, à Ouais, jaillir. mais ça dure combien de Et temps? après, c'est encore plus clair. Et après, c'est encore plus clair en deuxième période, où là, dès la première minute de la deuxième période, tu vois le Maroc avoir le ballon sur ses centraux et Giroud courir vers l'arrière sur Amrabat. Et là, tu comprends en fait qu'on est parti pour un plan, alors Ouais, pas, mais pas comme en 2018, parce qu'il n'y a pas la même solidité, mais effectivement, où là, tu te concentres sur les milieux et tu laisses les centraux adverses libres, mais c'était assumé. Alors, est-ce non, que mais ça a le marché? de laisser les centraux libres, oui, c'était assumé. Je trouve que ça marchait parce qu'on a vu notamment, El Yamick en début de match être complètement perdu quand il jouait axe gauche dans une défense à 3 parce qu'il était complètement laissé libre par l'équipe de France et plusieurs fois, ça y est, je lui ai dit: «Mais vas-y, avance balle au pied, engage-toi» et il osait pas le faire, je pense, notamment parce qu'il était droitier à gauche et parce que c'est pas dans les habitudes du Maroc depuis le début de la compétition. Mais tu vois, quand tu dis que la France a réussi à défendre en avançant à partir de la 30e, je trouve pas, quoi. Moi, la France a réussi à, je trouve, défendre en avançant et être organisée à partir de l'entrée de Thuram en deuxième période quand il vient fermer le côté gauche et que Mbappé, passe devant et qui fait plus rien. Sur la fin Mais de la première période, tu as plusieurs jaillissements de Théo, de Fofana, de Tchouaméni parce que l'équipe, ouais, elle est mieux disposée et en deuxième période, elle le fait moins justement parce que le Maroc aussi, envoie Bouffal, créer du surnombre à droite, et donc là, tu vois les plus gros déséquilibres que tu as dans ton bloc. ouais, mais tu vois, je suis d'accord avec ce que dit Elsinok sur le chat où il dit: «Les changements de Deschamps ont fait du bien, mais tardivement». La sortie de Giroud, elle me semble tardive. Le replacement de Mbappé pour mettre un Thuram qui défend côté gauche, elle semble tardive parce que déjà, juste avant la mi-temps, il faut se souvenir que le Maroc enchaîne 2-3 corners dangereux. Justement sur des moments de domination et que sur le début de la deuxième période, sur les 15-20 premières minutes, je sais pas qui était serein parce que là, a posteriori, on dit: «Ah ouais, ils ont peu concédé», mais faut se souvenir que dans la surface française, c'était le feu, hein. C'était vraiment le feu. J'ai pas senti la sérénité qu'avait le Maroc contre les initiatives espagnoles, par exemple. Enfin, je sais pas ce que toi, tu en as pensé, Dan,
mais c'était pas du tout la même, capacité à défendre en étant organisé, en étant des lignes proches les unes des autres. Il y a des ballons qui sont retombés au sol. Il y a des ballons où tu sentais que le Maroc était à un pied de pouvoir frapper. Sur le côté droit, à chaque fois, il y avait un 3 contre 2, c'était déséquilibré. Fofana arrivait, pour aider Hernandez, mais souvent, le triangle Hakimi, Ziyech, Ounahi fonctionnait bien et il y avait une zone très grande autour de Tchouaméni parce que Fofana pouvait pas défendre sur tout le monde. Donc j'ai pas moi, c'est cette période-là qui m'étonne quand après dans la lecture du match, on dit: «Ah, la France a totalement contrôlé, ils ont rien concédé» et ça alors oui, si on s'intéresse qu'au XG, mais comme nous l'a dit l'ami Walid Regragui, il y a pas que les XG non plus et les ballons que le Maroc touche aux abords de la surface adverse, oui, quand ils rentrent dans la surface, tu vois, tu passes pas loin d'un scénario où tu vas un partout, alors qu'à partir du moment où tu ouvres le score, normalement, vu ce qui s'est passé depuis le début de la coupe du monde, c'est fini, tu vois? Et ce que disaient souvent les gens alors après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fautes tactiques de la part du Maroc, mais je trouve que la France, ça fait 2 matchs de suite qu'ils arrivent pas à contre-attaquer et c'est pas comme dirait Bruno Chéroux, c'est pas anodin. C'est pas anodin si ça fait 2 matchs de suite que la France n'arrive pas à contre-attaquer. Et moi, c'est ce qui m'intéresse pour le match contre l'Argentine. Parce que là, ça fait 2 équipes de suite très différentes qui ont empêché la France de contre-attaquer. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui va questionner le staff français malgré la victoire. Et comment tu l'expliques justement ça? Mais est-ce que Giroud, dans une configuration comme ça, fait sens? Quand tu es dans un bloc médian, bloc bas comme ça, que tu repars de En ton fait, camp? la question, c'est quoi? C'est que Giroud, quand tu es en bloc bas, il t'aide beaucoup parce que Sur les coups de pied arrêtés, même notamment. si- sur les coups de pied arrêtés, et même s'il a un volume un peu moins grand que 2018, malgré tout, il accepte de défendre comme un milieu, de reculer sur le 6, tu vois, de venir faire le milieu supplémentaire, en fait, quand tu dois défendre. Il accepte de le faire, il le fait plutôt bien, il aime bien ça, c'est ancré dans l'identité de l'équipe depuis plusieurs années maintenant. La question après, c'est oui, ce qui te rapporte en bloc bas, il peut te, il peut te coûter, il peut te coûter en contre, mais je pense que, que Deschamps préfère s'appuyer sur ce qui rapporte dans un premier temps, sur les blocs bas notamment, tu vois. Parce que, pas Mmh. seulement sur coup de pied arrêté, parce que l'entrée de Thuram sur l'intensité défensive, elle n'est pas Ah oui, extraordinaire non, non plus, même je s'il suis rentre à d'accord, gauche. mais c'est pour ça que je pense qu'il faut pas dire que l'équipe de France a été incroyable en organisation collective. C'est pas le cas sur un match pareil. Il y a eu beaucoup de place entre les lignes, il y a eu beaucoup de place côté droit. Tu vois, des choses que, par exemple, on n'avait pas vues sur les 3 premiers matchs de poule. On l'avait vu pendant 10-15 minutes, mais on l'avait pas vu pendant, tout le match. La France était adaptée, c'était ajusté. Dembélé avait fermé, Rabiot avait fermé. Alors il y a l'absence de Rabiot qui peut être importante aussi, même si je trouve que Fofana gratte quelques ballons. Et là on me dit, «Je veux dégager Giroud». Non, je veux pas dégager Giroud. Je pose la question de son utilité dans un style de jeu comme ça et la France reprend le dessus, je trouve, à partir de l'entrée, les entrées consécutives de Thuram et de Kolo Muani. Parce que tu as de la course en profondeur, tu as des joueurs qui vont pouvoir accompagner les contres, tu as des joueurs qui vont gagner aussi des ballons sur les côtés dans du 1 contre 1 et Thuram a fait beaucoup de mal là-dessus à Dari. Donc non, je ne veux pas dégager Giroud. Ça dépend comment l'équipe de France joue, mais c'est pas un hasard si tu reprends un peu le dessus à la fin quand tu fais rentrer les Ouais, 2 joueurs un peu plus de profondeur. après, il y a aussi le Maroc qui s'ouvre, il y a un milieu axial qui sort, Abdé qui rentre sur le côté. Donc le match s'ouvre un peu. Mmh Et c'est mh. vrai qu'il y a la corrélation entre entre les entrants, entre ce que tu as décrit, et aussi le Maroc qui s'ouvre, qui doit un peu plus pousser. Donc tu peux un peu mieux contre-attaquer. Mais on est d'accord, parce qu'il y a tout à l'heure, tu disais, le 1er but, ça a bien arrangé l'équipe de France parce que tu peux encore plus facilement, naturellement laisser le ballon, au Maroc, laisser le ballon à l'adversaire. On a vu, quand l'équipe de France, donc en deuxième période, a le ballon, moins d'un tiers du temps, ce qui pourquoi pas, hein? Et on a bien vu que c'était pas un problème pour Deschamps parce qu'il cherche pas forcément, il cherche pas forcément à corriger, tu vois, à changer cette configuration-là. Donc ça montre bien que c'est pas complètement subi. Après, la question c'est à partir de quand tu considères que tu as réussi? Et ça, c'est un vrai débat. C'est à partir de quand tu considères que tu réussis à bien défendre en bloc bas? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à faire, tu t'empêches l'adversaire de rentrer dans tes 20 mètres ou alors tu empêches l'adversaire d'avoir des occasions?
C'est-à-dire, à quelle hauteur tu considères que c'est réussi? Tu vois? Par rapport à la qualité des joueurs que tu as et ceux de l'adversaire aussi, hein, c'est une donnée à prendre en compte quand même. C'est-à-dire Oui, que, tu vois? parce qu'on va y venir, je pense on est obligé d'y venir. La performance, notamment de la charnière dans sa surface est est exceptionnelle. C'est-à-dire que là, on a trouvé, alors, il y a eu aussi Griezmann, mais qui c'est plus spectaculaire parce que Griezmann, bon, on en parle à chaque match de toute façon, on fait des papiers sur lui, heu, il est il est partout et c'est encore plus spectaculaire, mais pour moi, la charnière fait un match titanesque et Konaté notamment, dans la gestion de la Varane, on le sait, mais Konaté, on sait qu'il avait un profil peut-être, un peu moins bon relanceur qu'Upamecano, mais un peu meilleur dans la défense de la surface. C'est-à-dire un type de défenseur qui veut moins, intervenir à chaque fois et donc il y a moins le risque de se faire passer, donc qui est plus dans Mais c'est plus un défenseur surtout qu'il pessimiste qui va réduire le danger. et il défendait du côté où il y avait beaucoup de liberté pour le Maroc. C'est aussi pour ça qu'on l'a vu aussi actif, c'est qu'à chaque fois, c'était un joueur du côté droit marocain qui partait dans le dos de Théo Hernandez et c'est là que Konaté a dû gérer plusieurs fois des joueurs lancés et qu'il a très, très bien défendu et parce que et c'est là que tu vois que le Maroc a peu de tirs parce qu'en fait Konaté a géré les appels en profondeur, soit du relayeur, soit de l'ailier, soit du latéral, a défendu dans sa surface sans faire de faute, a défendu beaucoup de centres aussi dans des zones où En-Nesyri a montré qu'il était capable d'être dominant et tu as une performance, énorme et c'est pour ça que je pense que enfin moi je j'ai pas de problème avec le fait de jouer comme ça mais la France aujourd'hui, gagne par ses joueurs. Par les performances individuelles de certains joueurs dans des domaines où il y a eu des déséquilibres collectifs. C'est ça que je veux dire. C'est comme Tchouaméni qui a dû défendre parfois des situations, il y a une des contre-attaques de la France, une de celles qui marche, c'est parce qu'il élimine 3 joueurs balle au pied. Donc c'est là que je parle de performance de joueurs, et c'est pareil pour Varane qui a très bien défendu sa surface et pour Griezmann qui a en fait un peu comme contre la Pologne sur le temps fort polonais, où il est venu Mmh. défendre dans la surface française et il a sorti plusieurs ballons très dangereux, quasiment comme s'il était un 3 central. Donc c'est tout, les après les performances individuelles de la France sont tellement dominantes que tu te dis, en fait, tu peux jouer, longtemps comme ça et tu vas peut-être paniquer, tu vas peut-être un peu trembler parce que je trouve pas que la France a complètement éteint le Maroc, mais heu, mais voilà et Konaté Et a été très, très, très ensuite, bon. à partir de ce constat que je partage avec toi sur la qualité des joueurs, on reviendra peut-être sur le talent des différents joueurs. La question c'est, est-ce que en disant ça, ça enlève du crédit à Didier Deschamps? Est-ce que ça en ajoute? Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de Didier Deschamps? À mon avis, heu, je pense que même si tes joueurs font un grand match, je trouve que la façon qu'a Deschamps de faire assez peu de faire assez peu de dégâts et de baser aussi beaucoup de son animation, on l'a déjà expliqué ici, sur l'intelligence, l'interprétation de ses joueurs, parce que qu'en fait, l'animation des Bleus, c'est pas un truc clair, c'est pas l'animation défensive, c'est pas genre 4-4-2, vous coulissez à 4, tu connais tes repères de zone, on coulisse, tout le monde doit faire son travail. C'est pas un 4-1-4-1 où tu connais pareil les manières de sortir, etc. C'est un truc plus hybride. Griezmann, il est à la fois avancé euh, aux côtés de Giroud quand le ballon est dans le camp adverse autour du rond central, et puis il arrive parfois aux côtés de Tchouaméni. Dembélé est à l'intérieur, au large. Il faut combler le dos d'Mbappé. Bon, tout ça nécessite. On voit les joueurs se parler beaucoup. Alors, est-ce que c'est laisser les joueurs livrer à eux-mêmes? Moi, je ne crois pas. Euh, je pense que le fait de miser sur cette intelligence-là et de ne pas les surcharger de consignes, ça, c'est un facteur aussi qui donne aux joueurs la possibilité d'être tranquilles et d'exprimer leur talent, notamment défensif. Je pense Oui, que c'est un truc à prendre en compte. après l'équipe est en demi-finale aussi parce qu'Harry Kane rate un penalty à 2-1. Faut pas tout lire non plus dans la France, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des événements dans du foot qui font partie de un mec qui réussit quelque chose ou pas. Donc Et j'entends ce que tu dis, exactement. mais il y a des moments, on a dit depuis des semaines que c'est un sport de moments et les moments ont tendance à tourner pour l'équipe de France aussi parce que les joueurs sont très forts. Donc tant mieux, mais
quel crédit? Bah, déjà lui non, mais je l'ai dit en tout début à l'introduction, moi j'ai pas dit qu'à 2-2 tu es éliminé, mais c'est pas le même match, quoi. Donc enfin c'est tu sais pas comment ça se passe, surtout vu la dynamique du match. Mais ce que je voulais dire, c'est que déjà Deschamps, il s'en fiche d'avoir le ballon ou pas. Et tu as d'autres sélections culturellement qui se perdent, mais qui ne n'auraient pas fait ça. L'Espagne aurait jamais laissé le ballon au Maroc. L'Allemagne, depuis quelques années, aurait difficilement laissé le ballon au Maroc. Le Brésil, je pense, aurait eu du mal à laisser le ballon au Maroc. Là, la France, Deschamps, il Donc arrive il y a une à victoire culturelle aussi. C'est-à-dire que pour te permettre de faire ça, on l'a dit aussi, pour te permettre de jouer comme ça, il faut que les joueurs l'acceptent aussi. Il faut que les joueurs soient tranquilles ouais, avec cette oui, idée. et c'est Et ce qu'on donc il y a disait une de victoire Mourinho à une culturelle époque. de Deschamps là-dessus. C'est ce qu'on disait de Mourinho à une époque où il arrivait à convaincre des top joueurs et Simeone aussi à un moment, de défendre, comme si le rapport de force n'était pas à l'avantage de la France. Donc en quelque part, c'est de l'humilité, c'est de te dire, «Oui, c'est le Maroc, oui, on est censé avoir le ballon et se créer plus d'occasions en le prenant et en étant protagoniste, mais lui, ça ne le tracasse pas ça» et ça, c'est déjà une force et de faire en sorte que les joueurs suivent, alors qu'on sait que maintenant les joueurs sont parfois critiques sur les manières d'aborder les matchs, ça, c'est quelque chose. Est-ce que c'est une victoire culturelle? C'est particulier parce que c'est peut-être parce que l'équipe de France et la France généralement n'a pas d'idée de jeu très identifiée, tu vois? Tu veux C'est-à-dire dire que historique? voilà, c'est ça. Alors le staff de l'équipe de France de rugby actuelle a fait beaucoup de recherches sur comment les équipes de sport collectif français ont gagné, au XXe siècle et même encore aujourd'hui et historiquement, que ce soit au basket, que ce soit au rugby, que ce soit au hand, que ce soit au foot, les équipes françaises gagnent en faisant moins de passes que l'adversaire. Donc c'est peut-être ça qui fait partie de la culture française. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir le ballon pour gagner, parce que tu as une telle diversité de profils et une telle force dans des grands espaces, quels que soient tes sports, que, voilà, que c'est un peu flou, mais du coup, ça te permet de faire un peu ce que tu veux. L'héritage est beaucoup moins fort que dans d'autres pays où un sélectionneur aurait dû se défaire avec ça. Il y a pas le débat comme en Argentine entre est-ce qu'il faut avoir le ballon, est-ce qu'il faut pas l'avoir, est-ce qu'il faut être un billardiste, un ménotiste. La France, tu beaucoup moins Oui. cette question-là et c'est une liberté pour lui aussi en tant que sélectionneur, Oui, une mais ce question que je qui veux se dire, serait c'est que posée pour lui en tant que coach de club. c'est une liberté qu'il a conquise lui-même. Puisque c'est lui l'acteur. Si on prend à partir de 98 où il est le capitaine, c'est lui l'acteur de cette identité-là. Ou en tout cas, de l'acceptation parfois de cette identité. Donc, c'est pas seulement qu'il arrive et qu'il hérite d'une liberté qui lui permet justement de choisir des plans de jeu parfois où tu peux laisser la balle et qui sont les plus efficaces dans certains moments. C'est pas seulement qu'il en a hérité, c'est que c'est lui-même qui a construit ça. C'est pour ça que je disais c'est une victoire culturelle non pas de la France, c'est une victoire culturelle de Deschamps sur la France. C'est en fait pour moi Deschamps il assujettit la France non pas parce qu'il gagne. Alors oui c'est sûr que c'est un facteur, mais parce que une nouvelle fois alors que tu es champion du monde en titre, les joueurs sont convaincus avec lui, épousent son approche et n'ont pas l'impression de jouer un football restrictif. Parce que si un joueur est frustré, il n'arrive pas à tenir comme ça plein de matchs, des séquences où tu peux subir. Parce que c'est ça la grande force des Bleus, même si aujourd'hui ils n'ont pas tout réussi. C'est ça, c'est qu'ils peuvent passer beaucoup de temps à subir et que finalement ils ne concèdent pas des tonnes. Alors tu peux Ouais, dire mais ils ont de la mais réussite, etc. Mais, mais ça, les joueurs sont OK avec ça. Ça ne veut pas dire que ça te fait tout réussir. Mais si tu prenais des Espagnols, si Deschamps demain il va coacher l'équipe d'Espagne, pour les convaincre de ça, ce sera très très difficile. mais tu vois, sur le plan ce soir, qui est un plan à la Deschamps, mais classique depuis qu'il a pris l'équipe de France, je trouve qu'on n'a pas vu justement les idées de Deschamps. On n'a pas vu de manière de contre-attaquer, on n'a pas vu de solidité du bloc où tout le monde à part Mbappé, a bossé, on n'a pas vu la fermeture des espaces intérieurs parce qu'Unai a pu se balader assez librement. C'est ça qui sur ce match, je pense, doit être dit par rapport à la finale. Parce que par rapport aux problématiques que peut te poser l'Argentine, si tu défends avec autant de passivité et je pense que alors là, ils ont gagné, donc je sais pas quel va être le débrief, mais il y a des moments quand même où l'équipe de France a été extrêmement passive, Dan. Moi, tu vois, c'est-à-dire que c'est un Ouais. football qui Est-ce que se tu veux base nous sur faire les un erreurs petit coup de adverses. tableau pour montrer Ouais, ça? on peut faire un petit coup de tableau pour savoir comment l'équipe de France Ah, a tenté de parce que c'est défendre. vrai que... Ah, t'es déjà prêt à dégainer? Non, je suis pas Parfait. forcément prêt à dégainer, mais Non, tu parce peux que c'est vrai, continuer en, le en temps que attendant que j'installe. tu te prépares, c'est vrai que Unai, Unai a fait un grand match et on sait que on a vite vu que le Maroc justement avait ciblé
avait bien préparé son match, mais ça c'est pas étonnant du Oui, tout, il hein, faudra qu'on vu parle le du travail Maroc, qu'a hein, parce accompli. il faudra qu'on Oui, parle du on Maroc va parce en qu'ils ont parler fait des après. trucs ils ont fait des trucs bien. Absolument et vu la coupe du monde qu'a fait Walid Regragui, c'était pas du tout étonnant de voir que le Maroc avait identifié, certains déséquilibres, certains déséquilibres des Bleus parfois, quand ils défendent parce que dans cette configuration avec Dembélé, Griezmann sur la partie droite, bon, bah, ça donne à Tchouaméni, parfois dans le dos de Griezmann, quelques espaces. Et Unai a fait un grand match, est venu s'insérer de ce côté-là, etc. Ça a permis au Maroc d'avancer. Raphaël, si tu veux nous montrer ça. Ouais, je vais les mettre dans le système où ils ont fini, enfin où ils sont vite passés, c'est le 4-3-3. Si tu peux me mettre en voilà, je vais les montrer comme ça. Donc là, on voit le Maroc contre l'équipe de France avec sa ligne de 4, sa ligne de 3 un peu asymétrique, avec Dembélé, Tchouaméni, Fofana et Griezmann qui défendait parfois plus haut, qui défendait parfois dans la ligne de 4. Donc tu as Giroud et Mbappé qui sont vraiment détachés un peu du reste de l'équipe. Giroud était tout le temps sur Amrabat. Mbappé était un peu dans la zone de Hakimi, mais défendait pas, était toujours là à jouer la carotte, par rapport aux 2 centraux et tu avais cette organisation française et le Maroc, il y a une stat là qui est sortie, si vous voulez aller sur mon compte Twitter, vous l'aurez, mais il y a eu un 3 contre 2 permanent sur ce côté-là, avec donc Hakimi qui allait haut, Unai qui venait et Ziyech qui se mettait intérieur et qui venait combiner. Et il y a eu un 3 contre 2 permanent parce que les 2 centraux étaient fixés par l'attaquant et qu'on défend pas en 1 contre 1 dans l'axe contre un avant-centre. Donc il y a eu ce 3 contre 2 sur le côté-là, qui a vraiment mis la France en difficulté et qui a permis souvent de trouver des joueurs lancés un des 3 du triangle, lancés dans la profondeur, peu importe la combinaison. Et c'est pour ça que Konaté, on a souvent vu faire des sorties très fortes, parce qu'il y avait toujours un déséquilibre en termes de nombre, il y avait une supériorité numérique pour le Maroc dans cette zone-là, et je trouve que le Maroc, sur le plan technique, a fait des choses très très bien sur ce côté-là. Je ne sais pas ce que toi t'en as pensé, Dan, mais ils ont trouvé des circuits pour trouver un des 3 lancés, parfois ça a été Ziyech, parfois ça a été Unai, parfois ça a été Hakimi, et ils ont osé Absolument. attaquer avec Hakimi au fil du match de plus en plus. Et c'est pour ça que je suis étonné que la France n'ait pas réussi à contre-attaquer, parce qu'à part un moment, Mbappé, quand il élimine Amrabat et qui se fait faucher à la limite de la surface, on n'a pas vu Mbappé réussir à prendre de la vitesse, notamment parce que, alors on a dit, il y a eu des fautes marocaines à la perte de balle, mais il y a aussi eu, je trouve, une équipe de France qui a eu du mal à s'orienter de ce côté-là parce elle devient très très prévisible quand même au fil des matchs. Elle devient de plus en plus prévisible. Et là, on l'a senti, il y a eu des séquences où Dembélé et Mbappé, ils avaient le ballon, et ils étaient dans du 1 contre 2 où la seule possibilité c'était d'éliminer le joueur sur la vitesse et que quelqu'un accompagne. Mais Griezmann défend tellement bas, Tchouaméni défend aussi bas, Giroud peut pas se projeter aussi vite que ses partenaires, Théo Hernandez et Koundé défendaient bas, donc il y avait peu d'accompagnement des contre-attaques françaises et même quand Mbappé, Ouais. est dans Rabat, je sais pas si tu te souviens Dan, mais il y a absolument aucun autre Français qui est présent dans la Oui, bah, surface. justement. Donc déjà, deux choses par rapport à ce que tu as dit. Je pense que même si Fofana fait pas un mauvais match, ça a illustré les matchs de titan que faisait Rabiot, où Mmh, souvent il courait pour deux jusqu'à présent. Et le fait qu'il soit pas là, on a vu, parce qu'en fait, Rabiot rattrapait parfois des coups où, en infériorité numérique, il pouvait réussir à la récupérer parce qu'il sortait très fort sur le porteur, etc. Euh, on voit encore plus dans cette organisation française le manque de Rabiot quand il n'est pas là, alors que Fofana fait pas un match, franchement, fait pas un match coupable ni mauvais. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, par rapport à ton tableau, on avait jusque-là vu le Maroc avec ces triangles-là sur le côté, l'utiliser beaucoup pour ressortir, pour partir de plus bas. Et là, c'est le match peut-être de leur Coupe du Monde où on a vu appliquer ces triangles et ce jeu à 3 plus haut sur le terrain pour rentrer dans les 20 mètres adverses, etc. Ensuite, la question, c'est ce qu'on demande depuis tout à l'heure, la question qu'on se pose, c'est pourquoi la France a moins réussi à contre-attaquer, notamment en deuxième période. Euh, Pourquoi elle a réussi à moins contre-attaquer? Il y a plusieurs raisons. Quand elle réussissait à bien contre-attaquer en 2018, et ça passait souvent par un premier relais de Griezmann. Elle trouvait un premier relais de Griezmann devant elle. C'est-à-dire à la ouais. récupération, tu avais un premier relais de Griezmann, soit qui lui arrivait à se retourner, soit qui remettait en une touche ou en deux touches vers un Pogba face au jeu qui envoyait Mbappé. Sauf que là, Griezmann a le rôle du double pivot. Donc a le rôle enfin, en tout cas quand l'équipe de France recule, je parle, hein, a le rôle du joueur qui est bas. Donc c'est difficile pour lui d'apparaître plus haut pour ressortir la balle. Donc tu te retrouves avec
plutôt Giroud qui fait le rôle que faisait Griezmann avant, donc c'est plus compliqué, il s'oriente moins facilement. Bon, c'est pas son profil, hein, j'ai pas du tout envie de l'accabler, mais c'est pas son profil. À droite, tu as Dembélé qui part de très, très bas et donc il te reste que Mbappé et souvent, effectivement, malgré toute la vitesse de Mbappé, vu qu'il a été bien contrôlé, maintenant les équipes savent, elles sont venues à 2, il y a Amrabat qui venait et voilà la grande différence en tout cas, avec, avec la menace que faisait peser par exemple, si vous pensez au match contre la Belgique en 2018, j'ai vu pas mal de gens dans le chat en parler. Le match contre la Belgique en 2018, non seulement tu concèdes beaucoup moins, que même si là tu concèdes pas des grosses occasions, mais contre la Belgique tu concèdes très peu. Je vous conseille d'ailleurs le podcast qui s'appelle Un mythe bleu, je vous le conseille sur l'équipe que j'ai enregistré avec Vincent Duluc sur ce match-là. Et ce que je voulais dire, c'est que non seulement tu concèdes peu, mais à chaque fois que tu la récupères, tu es hyper dangereux. Mbappé fait vivre un calvaire à la Belgique. Et justement, par ce schéma-là, avec Griezmann comme solution, première solution devant, une remise ou une orientation, et après un lanceur qui envoie Mbappé. Sauf que là, tu perds, en ayant Griezmann plus bas, tu perds aussi ce côté. Non, le podcast, il est gratuit en plus, Raz. Griezmann, en ayant Griezmann plus bas, pardon, tu perds son utilité plus haut dans les transitions. Mais c'est le Mais choix que fait Deschamps parce qu'en alignant ce 11-là, c'est-à-dire que si tu compares à 2018, c'est Dembélé qui fait Matuidi, on va dire. Allez, on va dire ça. mmh Tchouaméni qui fait à la fois Pogba et Kanté. Vous choisissez. Mais vous voyez, si vous faites bien le décompte, vous voyez qu'il y a un décalage en fait. Euh, donc, évidemment, c'est un compromis, c'est un autre compromis. Je pense que c'est le choix de Deschamps. Il sait qu'il n'est pas hyper compact. Il sait qu'il n'est pas hyper. Que la manière de défendre n'est pas hyper claire. Euh, mais c'est pour c'est moi, c'est aussi pas pour ça qu'il y étonnant a en des fait tu que vois, l'équipe adverse arrive jusqu'à la surface. il y a des gens sur le chat qui disent: «Est-ce que la solution, ce serait pas soit de réaxer Mbappé?» Pourquoi pas, soit, qu'ils viennent défendre. Mais s'il vient défendre, tu peux vraiment plus contre-attaquer. C'est-à-dire qu'il part d'encore plus loin, tu plus de carottes à trouver directement en profondeur. C'est-à-dire que quand tu récupères le ballon, tu que Giroud au jeu qui peut le tenir. Et là, vraiment, Elle tu l'a f Il plus l'a fait un petit peu parce que Hakimi commençait à prendre du à prendre bah, du oui, ch oui, à avancer, donc à mais un c'est moment, pour il a ça commencé qu'il à redescendre. c'est pour ça qu'il met Thuram. Je pense que Thuram s'est pris une Exactement. soufflante parce qu'à un moment, il attaque et il fait pas le replacement, il fait pas le retour défensif et le Maroc se crée à nouveau une situation, j'ai pas dit occasion, une situation où ils déséquilibrent, la France et ils arrivent à trouver un joueur, libre côté droit. Ça m'a étonné que le Maroc centre pas un peu plus. J'aurais pensé qu'ils allaient plus centrer, qu'ils allaient mettre un autre joueur de taille dans la surface parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de liberté pour Ziyech et Hakimi et Ounahi pour se mettre dans des positions de centre. Ouais, J'ai mais pas le bon, chiffre de centre, mais tu centres contre cette charnière, Raph, tu pas beaucoup ouais, de oui, non, j'entends, mais tu vois, de parce qu'ils quand sur 15 leur temps centres, fort, 15 pour le 15 Maroc. ouais, c'est pas énorme, c'est petit, hein. C'est un pour se rendre compte quand tu as 60 ils finissaient quoi? 60 de possession. Ouais, C'est un chiffre 61. assez léger. Il y a quelques années, rappelez-vous, il y avait un match Manchester United-Fulham de David Moyes où Manchester United avait fini à 81 centres. C'est un match mythique, de l'histoire du foot. Alors celui-là, je sais pas d'où il est sorti, mais je ne suis pas sûr qu'il avait sa place dans une demi-finale de coupe du monde, ni de David Moyes, ni Manchester Fulham. Mais oui, mais il y a aussi le truc, c'est que, vu la domination de la charnière, dans la surface, tu sentais que le décalage, il pouvait plus venir sur les côtés, des dédoublements, les triangles dont tu as parlé et après des centres en retrait et cetera. Jusqu'à présent, il faut dire un truc aussi sur le Maroc, après on va peut-être un peu enchaîner sur le Maroc. D'ailleurs, Raph, tu voulais en Ouais, parler. Heu, Jusqu'à présent, le ballon avait rebondi du bon côté, pour le Maroc. Le Portugal avait tapé la barre, la volée de Joao Félix est déviée et passe juste au-dessus, la tête de Pep frôle le poteau, bon et ben là, cette fois, le ballon, il a fra Mbappé a tiré 2 fois, ça a été dévié et ça arrive une fois sur Théo et une fois sur Kolo Muani. Il y a aussi ce facteur-là, hein, on l'a dit, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention, à ne pas se baser uniquement sur le score, même si c'est la finalité, bien sûr. Mais si on veut
en fait, je veux dire un truc aussi pour te défendre, Raphaël, c'est que si Ça non, va, non, je m'en sors. non, mais t'en as pas besoin. Non, mais t'as pas besoin, mais c'est ce que je veux dire, c'est que si l'idée, c'est juste de dire: «OK, un tel a gagné, donc c'est bon, en fait, tout est bien et l'adversaire, tout est mal», bah, dans ce cas-là, ne regardons pas les matchs, regardons que le score, on va au ciné, on sort à 23 heures, on regarde le score et puis on dit, heu «Bah, c'est bien, voilà, l'équipe de France a gagné, tout était super». Non, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre en compte le score parce que effectivement, être fort dans les moments, on en parle à chaque émission, c'est fondamental, notamment sur des tournois où L'exemple, c'est Mbappé, hein. Il touche très peu de ballons l'exem sur le match, mais exactement, il est sur les 2 buts et le deuxième but, il fait, 2 exploits techniques, la prise de balle ex extérieure pour trouver, exactement, Thuram mais ça ne doit et pas nous derrière dans un empêcher de petit parler du espace, il reste. élimine 3 joueurs. Donc ouais, c'est mais en effet, il faut je pense que c'est pas une question d'élever le débat, mais c'est de parler du contenu. Sinon, en effet, on peut faire un télétexte et dire: «Ah, la France a gagné 2-0, elle est encore en finale, bravo». Mais je pense qu'il y a quand même un peu plus à aller chercher et c'est ce enfin, je dis pas qu'on est des entraîneurs, mais quand un staff va analyser les matchs, ils vont pas se dire: «On a gagné 2-0, tout va bien». Ils vont aller regarder ce qui s'est passé, ils vont se demander ce qui peut être amélioré, ils vont se poser des questions sur des choix de joueurs, sur des manières de défendre, sur ce que va proposer l'Argentine et c'est ça qui est intéressant, je pense, si on parle de jeu. Si c'est pour dire: «La France a gagné, elle était meilleure», bon, bah, oui, elle a été meilleure que le Maroc. Elle a essayé de créer plus d'occasions, elle en a concédé moins, ses joueurs ont été efficaces devant le but, donc oui. Mais il y a pas eu, les phases de domination de la France sur les moments du jeu où on aurait pu les attendre. Moi, c'est ça que je tiens à mettre en avant, c'est qu'il y a pas eu les contres français qu'on aurait pu imaginer alors que le Maroc a dû se découvrir et attaquer. Il y a pas eu la solidité française sur tout le match, heu, comme ça, donc voilà, c'est juste ces choses-là qui sont intéressantes à dire et le Maroc a été, je trouve, étonnamment bon, peut-être si on peut passer à ça donne, étonnamment bon Ouais. dans le contexte où on ne les connaissait pas, où ils ont dû Alors avoir le voilà, ballon, justement, ils ont Raph, dû jouer sur attaque voilà, tu voulais en placée. parler. On l'avait vu pour l'instant, on avait vu le Maroc pour l'instant, bien contre-attaquer, bien défendre. On avait essayé, d'étudier, la manière dont ils sortaient le ballon et la manière dont ils défendaient, hein, et on sent que l'équipe de France avait bien étudié ça aussi, notamment en début de match où il y a eu des courses, dans le dos, on avait dit entre la ligne défensive et la surface du Maroc, il y avait de la place, et d'ailleurs le premier but, l'appel de Griezmann servi par Varane d'ailleurs, ce qui est très rare. Une passe verticale de Varane, il en a fait 2-3 en Oui, première on période. a oublié de le dire, mais les passes intérieures de Varane sur les 20 premières minutes sont importantes pour que la France ouvre le score et qu'elle se crée Ouais, des occasions et ça, c'est et quelque chose qui a été étonnant. du jeu intérieur, mais surtout du jeu par-dessus. Moi, j'ai bien aimé la profondeur, aller chercher directement la profondeur. Ça, c'est toujours, contre une équipe comme le Maroc, c'était intéressant. Le Portugal les avait bien embêtés là-dessus, la France aussi. Mais voilà, Raph, je te laisse la parole. On a vu aussi le Maroc dans une configuration, différente par rapport à sa coupe du monde, ou en tout cas, on l'a vu plus longuement dans le camp adverse et ça aussi, ils savent manier le ballon, ils savent faire, ils ont des bons joueurs et ils ont fait des choses encore très intéressantes. Ouais, non, ils ont été, je les ai alors je dirais pas jusqu'à impressionnants, mais ils ont été étonnants, je trouve. De sérénité, de patience, de combinaison sur le côté droit où comme tu disais Dan, tu sentais que ça avait été préparé. Je pense que l'équipe marocaine s'attendait un peu à ce qu'elle allait à avoir le ballon quand même. Quand tu vois, quelles réponses ils ont apportées assez vite, je pense Ouais, qu'ils ont deviné que Deschamps allait, pas faire comme les autres grandes nations et il y a eu vraiment des Unai a fait une première demi-heure, magnifique, magnifique, avec beaucoup de liberté, mais magnifique dans ses choix, dans ses orientations, dans sa sérénité sous pression et puis il y a eu ce côté droit qui a très, très bien fonctionné. Côté gauche, il s'est pas passé grand chose. C'est peut-être le reproche à faire au Maroc, d'avoir été un peu trop prévisible, attaquer toujours le même côté, mais bon, c'est celui où Mbappé défend pas, donc forcément c'est plus simple. Mais je même les ai si le trouvés plus d'une gros frisson, maturité. c'est Atia Ouais, Talla, le centre avec, Konaté oui, qui dégage un peu. C'est presque le mais plus gros frisson de la deuxième mi-temps avant le temps additionnel. voilà, mais c'est pour ça que j'ai du mal à parler de contrôle et de maîtrise quand ton défenseur fait des sauvetages, de ce genre, plusieurs fois. Mais non, mais vraiment, ils ont été, je trouve, d'une maturité, tu vois, ils avaient pas connu de demi-finale de coupe du monde, c'est déjà énorme qu'ils soient là, ils jouent contre les champions du monde, ils ont le ballon, ils sont menés en 0 après 5 minutes et ils sont dans le match, jusqu'au 2-0. Tu vois, ils concèdent peu de Mmh. choses, quand même sur les contre-attaques françaises. Alors ils se créent pas énormément, mais on savait que ce serait plus dur pour eux sur les 30 derniers mètres parce qu'ils ont peu de joueurs de différence dans la surface. Ils ont Bouffal et Ziyech, mais qui sont à la périphérie
et vraiment, non, non, c'est un grand tournoi que fait le Maroc jusqu'à son dernier match, je trouve. Sans sa défense centrale en plus, donc ça a quand même une donnée importante dans la rencontre parce que balle au pied, Aguerd aurait pu apporter aussi, tu vois? C'était souvent le central gauche qui était libre et si Aguerd avait été là, ça aurait lui ou Saïs, ça aurait apporté beaucoup plus au Maroc, en bonne forme, donc non, je trouve que jusqu'au bout de leur tournoi, ils ont fait, quelque chose de grand parce que c'était vraiment pas aussi simple que ça d'imaginer le Maroc arriver à faire créer du mouvement, créer de la vitesse, trouver des joueurs lancés contre la France. L'Angleterre avait déjà eu beaucoup de mal. Saka avait fait un très bon match là-dessus. Il avait aidé l'Angleterre et là, je trouve que le Maroc a été, très intéressant et c'est une équipe qui intrigue beaucoup pour les 2-3 ans à venir parce qu'ils ont la qualité individuelle, ils ont collectivement des bonnes choses. Ils vont pouvoir bosser sur plus de contexte maintenant parce qu'ils vont jouer d'autres compétitions que la coupe du monde, donc se développer avec ballon. Plus le fait que je pense que la coupe du monde va séduire beaucoup de joueurs qui vont se dire, jouer en sélection marocaine, ça donne envie, quoi. Donc non, non, vraiment, c'est un grand, grand tournoi et une des équipes dont on se souviendra, je pense, pendant pas mal de temps, comme outsider d'une coupe du monde. Ouais, et les équipes, les joueurs, tu retiens à la fois ce qui est cool, en fait, avec la sé le tournoi du Maroc, c'est que tu retiens leur collectif, tu retiens tout un tas de performances de joueurs. Ounahi, les centraux, même si les pauvres peuvent pas finir la compétition et ça, c'est quand même un gros regret parce que Saïs et Aguerd, avant leur blessure, c'est quand même des prétendants clairs à l'équipe type de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils sont dans les meilleurs défenseurs centraux de la compète. Donc tu retiens des joueurs, Ounahi, Bouffal, la charnière, et tu retiens aussi le coach, sa personnalité, ce qu'il a insufflé à cette équipe. Et voilà, sur son mandat, la première fois qu'il encaisse des buts, c'est contre l'équipe de France de Didier Deschamps. Euh, il s'est fait, voilà, ils se font avoir par le boss du game dans ce genre de tournoi. Oui, ça fait 9 ou 10 matchs que Regrahi n'a pas encaissé un but avec le Maroc, à part un CSC malchanceux de Aguerd. Et là, voilà, tu joues les Bleus, t'en prends deux, alors que voilà, tu as le ballon. Et je pense que voilà, qu'est-ce que c'est ça, c'est le boss du game. Et moi, j'ai envie de dire aussi, faut pas minimiser. Bon, j'ai pas l'impression qu'on le fait parce que parfois on peut nous le dire là sur le chat, mais on minimise pas du tout la performance des Bleus. Moi, je pense que c'est une performance gigantesque de retourner en finale de Coupe du Ah Monde oui, après oui, l'avoir gagnée. sur l'ensemble du tournoi, moi je parlais que de ce soir, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des Voilà. matchs où ça a été la phase de poule est peut-être la meilleure de Deschamps depuis qu'il a pris l'équipe de France, si on accepte la Tunisie qui est un match un peu à part. Mais là, tu as retrouvé des séquences qu'on avait déjà un peu aperçues contre la Pologne. Rappelle-toi Dan, on avait dit il y avait eu comme un espèce de temps mort là où c'était un peu bizarre ce qui s'était passé et là je trouve qu'on l'a vu plus prononcé, prolongé contre une équipe qui avait plus d'idées. Donc Mm. voilà et contre l'Angleterre, c'est passé, sur un match où c'est très, très difficile. Donc là, contre l'Argentine, ça va être très intéressant de voir Ouais. justement, à quel point ça va coacher par rapport aux problématiques qui ont été vues. Plus d'idées, mais toujours peut-être un déficit de talent dans le dernier geste. On peut dire ça sur le Maroc. Mais Ça, c'est la première tes chose. meilleurs joueurs sont loin du but quand même. Ils sont très excentrés dans ta Voilà. manière de jouer et de renverser d'un côté à l'autre, que ce soit sur les transitions ou sur attaque placée. Donc Bouffal, Ziyech sont très loin du but. Hakimi pareil, ils sont sur les côtés pour combiner, créer de la vitesse, mettre du mouvement. Donc c'est d'autres joueurs qui doivent finir et on l'a vu quand c'était, Medalla et נסiri, forcément il y a moins de qualité. Mais dommage que Marouane Chamakh ne soit pas là, quoi. Ou Youssouf Hadji. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'oublie. Ah, Je t'ai qu'est-ce que je perturbé voulais avec dire? mon Chamakh sauvage. Non, tu voulais dire qu'on allait se souvenir qu'il fallait pas minimiser la performance française, mais que le Maroc avait fait quand même, j'imagine, Non, non, je sais ce que je voulais quelque dire. chose de Je pense marquant. qu'avec cette compo, en fait, je pense qu'avec cette compo, l'équipe de France peut pas beaucoup mieux défendre que ça. Euh, je crois que c'est À part à assumé. défendre en zone, à part à défendre en zone, Dan. Parce que tu défends de manière très individuelle. Je dis pas que ce serait Ouais, mieux, mais mais ce serait différent. Il y aurait peut-être moins d'espace dans ton bloc par rapport au déplacement des ouais, mais adversaires. bah, tu défends pas non plus hyper orienté sur l'homme. C'est un peu hybride parce que Ouais, mais euh, toi, tu ça veux dépend dire. des moments, Alors, quoi. c'est sûr Ça qu'ils dépend des défendent moments pas du en jeu, 4-4. mais
Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que moi je pense pas que ce soit une approche non plus, basée sur l'homme. Est-ce que je suis pas sûr que même avec cette compo, tu puisses, heu, sans comment dire? Sans te priver Bah, de certaines forces offensives, tu puisses défendre si tu presses différemment ouais, et si tu presses pas, tu peux pas défendre différemment. Si tu ne presses pas, c'est sûr. Si tu vas voilà. presser haut et que tu mets un losange en place, tu presses haut, c'est différent. Mais à partir du moment où tu ne presses pas, où tu attends, forcément, tu es limité sur cet aspect-là, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a un changement chez Deschamps malgré tout, c'est que en fait, cette compo, elle lui apporte une certaine variété offensive. On l'a décrite. Tu as la largeur à droite avec Dembélé, vers lequel tu peux renverser, qui peut apporter du déséquilibre avec ses dribbles. Tu as Griezmann dans l'axe qui peut un peu se projeter, venir entre les lignes, reculer pour jouer par-dessus. Tu as Mbappé qui, s'il rentre, ouvre de l'espace à Théo et que tu peux détacher aussi en phase défensive. Tu as Giroud comme point de référence devant. Donc offensivement, tu as une palette offensive large et je mets de côté Rabiot qui ne jouait pas aujourd'hui, mais qui peut aussi t'apporter certaines projections. Donc tu as une palette offensive large. Et je pense que le revers de la médaille, c'est, bon les gars, on ne peut pas défendre comme une vraie grosse équipe défensive qui met ses deux lignes de 4. On ne peut pas défendre comme le Maroc. Voilà. On ne peut pas défendre hyper en bloc comme le Maroc, basculer en zone, etc. Parce qu'on ne peut pas. Ça voudrait dire mettre soit Griezmann vraiment dans le double pivot, Giroud Mbappé, ou alors Mbappé milieu gauche, vraiment à couvrir de la zone en 4-4-2 classique. C'est pas possible. Donc, on fait avec. Voilà, quand tu es coach, tu es toujours en train de chercher une espèce d'équilibre entre ce qu'une option te rapporte et ce qu'elle te coûte. Et vu qu'il a des joueurs forts dans la surface, je pense que Deschamps assume le fait de ne pas pouvoir défendre beaucoup mieux que ça. Voilà, il y a des petits ajustements, mais parfois l'équipe adverse, elle va avancer. C'est consubstantiel à la constitution de cette équipe de France. L'équipe adverse va avancer même si tu es bas. Et ben, c'est pas grave, on l'accepte parce que si je change, en fait, je vais perdre en richesse offensive. Donc, je pense que c'est un choix. Et pour l'instant, et de toute façon, même s'ils perdent en finale, ça lui donne raison. Ça lui donne raison parce qu'on a vu des révélations de joueurs. Griezmann s'est révélé dans l'interprétation défensive de son rôle. Dembélé aussi, on en a parlé. On a eu un Rabiot jusque-là, alors qu'il est absent aujourd'hui, ça a beaucoup coûté, mais jusque-là monumental. Euh, et une charnière, que ce soit Varane, ou Upamecano ou Konaté, qui est dominante, sauf Upamecano contre l'Angleterre avec Kane, pour les raisons qu'on a décrites. Donc finalement, ce risque-là, tu le vois, on l'a bien vu contre le Maroc. Le Maroc l'a bien exploité. Mais au final, il s'en fout en fait d'avoir le contrôle du match. Il pense que ça vaut mieux le coup de garder cette compo et cette manière un peu spécifique, un peu spéciale de défendre. Ça vaut plus le coup Ouais, mais tu Messi parce que ça te dans ta zone rapporte. faible. Tu Messi dans ta zone faible au prochain match, par contre. Et c'est pas négligeable, tu vois? C'est bien, mais là, tu as un joueur qui va te f c'est le seul joueur de la compétition qui peut t'embêter à ce point dans ta zone la plus faible. Donc je suis curieux de savoir quelle va être l'adaptation. Déjà, il y aura le retour de Rabiot, qui à mon avis va être, très proche de Messi. Je pense que ça va défendre fort côté gauche et à voir, comment sont agencés Griezmann et Dembélé dans une telle organisation. Mais là aussi, la question de qui va avoir le ballon sera intéressante. Je pense que c'est l'Argentine qui l'aura parce que la France ne le veut vraiment pas et de savoir qui du côté argentin va anticiper les contre-attaques de Mbappé. Parce qu'on a vu qu'Amarabat a beaucoup aidé et peut-être que Enzo aura un rôle assez similaire. Mais là, il y a quand même une question qui se pose parce que tu joues ton côté faible défensivement et le côté fort de l'Argentine. Et si Molina apporte de la Rappelez-vous, profondeur et que tu as des joueurs qui s'entendent bien avec Messi de ce côté-là, Dan, tu vois, moi, m'interroge beaucoup. d'ailleurs, rappelez-vous, 2018, il y a beaucoup Matuidi et Kanté, donc sur le côté gauche de l'équipe de France, Mm. qui sont un peu les deux joueurs qui forment la tenaille autour de Messi, même si c'était pas Ouais. vraiment une individuelle, mais rappelez-vous de ça. Et Là, Pogba était sur Banega. Pogba était et très, Pogba a de été l'autre très côté. embêtant Ouais. sur Banega.
pour empêcher de trouver des petites passes diagonales à l'intérieur comme ça. Euh, Là, ce sera la zone de Rabiot. Si Rabiot revient bien, revient en forme, ce qu'on peut espérer, comment dire, logiquement, peut-être que Rabiot, vu qu'il fait des matchs pour 2 ou pour 1,5 depuis le début de la compétition, peut te suffire. Peut te Il y suffire. a quelqu'un Et sur justement, ouais, vas-y, vas-y. pardon, je disais, il y a quelqu'un sur le chat dont je ne comprends pas depuis le début les propos et qui a dit: «Je comprends pas cette hype sur Messi sur ce mondial», donc ça me rassure, en fait. Je vais arrêter de lire cette personne. C'était juste pour préciser ça, Dan, je reprends. Ah, t'as voulu mettre un petit tir, ok, ok. Non, mais tu sais, quand il y a un avis de quelqu'un où tu dis: «Ah ouais, d'accord, j'aurais pas dû lire depuis le début, en fait». Ça sert à rien. Voilà. Ouais, mais écoute, ouais, c'est vrai que c'est Bah, non, compliqué à entendre quand même là sur le. mais quand tu parles de l'Argentine offensivement, je veux bien, mais tout part de lui. Autant Mbappé est très important pour l'équipe de France dans des grands espaces, autant l'Argentine dans sa manière d'attaquer, tu peux pas ne pas parler de Messi, surtout après les 2 derniers matchs qu'il a Ouais. fait. Donc Mbappé, c'est le terminal offensif, c'est la fin, alors que Messi, il y a beaucoup de choses qui passent par lui. Euh, on l'a dit, mais c'est quelque chose. Alors oui, je vous rappelle, la veille de la finale, donc samedi, on fait une émission où on parlera un peu de la petite finale et beaucoup de la finale à venir, avec évidemment les projections sur les compos, qui jouent, comment ça va se passer, etc. Sachant que l'Argentine, on l'a dit hier, a plusieurs formules, que ce soit en huitième, en quart ou en demi, elle s'est présentée à chaque fois avec un système différent, une formule différente. Donc l'Argentine aussi a l'habitude. tu les vois comment, Dan, toi? Tu penses que Scaloni il va opter pour quoi? Bah, franchement, je me demande si il va pas opter pour la formule de la demi-finale, parce que, parce que ça permet, avec quatre milieux, ça permet de faire monter Molina et que tu aies toujours des milieux qui peuvent venir couvrir la zone de Mbappé. Parce qu'on va dire, c'est le premier truc que tu veux gérer, c'est ça. Tu vois, venir fermer à deux sur Mbappé, comme l'Angleterre, ils avaient et Walker et quelqu'un pour venir soutenir. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est de jouer à 5 pour dire Molina, vas-y, nous on gère Mbappé derrière. Mais je sais pas. Entre les deux, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France est plus claire, joue à la même compo, qu'on ait la compo à l'avance, à peu près les mêmes mécanismes défensifs maintenant qu'on connaît. Est-ce que Didier Deschamps va se hasarder à changer? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr parce que quand tu es allé en finale avec une façon, une équipe, une compo, c'est quand même dur de tout changer en finale. C'est pas trop le genre de Deschamps. Donc, pour l'Argentine, elle peut préparer le match. Ça ne veut pas dire qu'elle va le gagner, mais peut-être qu'elle peut plus préparer, alors que côté équipe de France, tu sais où va évoluer Messi, mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué, non? Tu t'en penses quoi? Je me demande si Scaloni va pas considérer que l'équipe de France a 2 attaquants axiaux, avec Mbappé et Giroud, avec un Théo qui prend la largeur Donc, à jouer gauche, à Dembélé à 3. droite et jouer à 3. Parce qu'il a eu cette réflexion-là contre les Pays-Bas. Il a joué à 3 pour être à 3 contre, à la fois offensivement pour sortir le ballon contre 2 attaquants et à 3 pour défendre contre les 2 attaquants néerlandais. Et là, vu que la France défend avec 2 joueurs très déconnectés devant, alors Giroud c'est sur le marquage individuel, mais quand le ballon bouge à l'opposé, il va pas venir fermer côté ballon. Je sais pas si l'Argentine va pas démarrer à 3 derrière, tu vois, avec un Lisandro, Otamendi et Romero qui est très agressif et qui pourrait embêter un peu Mbappé en sortant sur lui très fort comme l'a fait le Maroc, hein. Ils ont été assez physiques quand même sur les duels et sur les, on l'a pas dit, mais sur le temps de passe. Ils sont allés chercher haut, ils sont allés gratter les chevilles un peu. Ils ont été assez agressifs pour l'empêcher de se retourner. Et là, je me pose la question. Mais là aussi, ça dépend de comment l'équipe de France attaque, parce que si Deschamps se dit: «Ah mais Théo, je veux pas trop qu'il parte», parce que s'il y a Théo et Mbappé qui partent côté gauche en même temps et que derrière Rabiot doit gérer une transition où Messi peut recevoir sans être pris à deux, tu vois? Le côté Messi Molina qui s'est révélé un peu dans les courses en profondeur contre Mbappé Théo. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là quand même, sur l'ensemble du match. Ouais, absolument. Et la question aussi de savoir à quel point tu vas, pour l'Argentine, libérer ton côté droit, sachant que tu as toujours la menace Mbappé. Quel rapport de force
quel rapport de force tu vas trouver là-dedans. Effectivement, bon, on a jusqu'au 18 hein, pour en parler, donc il y a encore 4 jours. L'équipe de France, en tout cas, est en finale de la Coupe du monde une nouvelle Je fois. je je C'est quand m'excuse pour même, mon ton vas-y. assez déconnecté, désenchanté, mais dans ma fonction, là, je ne suis pas supporter de l'équipe de France, donc je suis très content pour la France et très content si vous êtes contents, mais je suis pas un ultra, quoi. Donc on n'est pas des ultras, donc on est content, évidemment, on a le cœur qui palpite un peu plus pour la France que pour les autres, mais dans notre rôle, on n'est pas là pour vous dire: «Ah, c'est génial, la France est en finale de coupe du monde». Je suis pas là pour klaxonner, en fait, donc c'est bien, tant mieux, mais on est là pour parler de foot et de contenu, et oui, de contenu, donc le score est comme disait je ne sais plus quel analyste et des gens qui gèrent, Brentford et notamment toutes les équipes qui bossent par rapport à ça. Le résultat est un mensonge. Donc il faut bosser quel que soit le résultat et voir les problèmes quels qu'ils soient. Donc il y a des problèmes, mais l'équipe de France a beaucoup de qualité, hein. On a parlé des problèmes, mais ils ont énormément de qualité, et voilà, quand tu as des centraux de ce niveau-là, quand tu as un Mbappé qui gère, 2-3 joueurs tout seul, parce que sur les 2 actions, il attire encore 3-4 mecs, hein, Dan. Je sais pas si tu te souviens, sur le premier but, il y a 3 mecs qui vont sur lui dans la surface et c'est sa frappe déviée qui, du coup, trouve Théo complètement libre, et sur le deuxième Mais but, même sur le il deuxième, hein. élimine 3 joueurs et sa frappe Ouais. déviée finit sur Kolo Muani qui est seul au deuxième. Donc voilà. Donc je j'ai un ton un peu désenchanté, mais parce qu'à force d'analyser, on n'est plus forcément dans l'émotion. Et puis on travaille, donc je peux pas aller me mettre une caisse, juste après la victoire de l'équipe de France. Je dois voir Dan après. Donc forcément. Et Bon, alors je sais voilà. pas moi si je pense que le résultat est un mensonge, je suis pas sûr. Peut-être que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il À faut pas court qu'il soit un terme, à biais. court terme, Dan, à Ouais, court terme. ouais, ouais. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'il soit un biais et qu'il soit l'unique support de la réflexion sur le match. Parce que sinon, Didier Deschamps, en 2018, après sa victoire contre l'Australie en ouverture, n'aurait pas changé de formule et pourtant il l'a fait. Ça veut bien dire que malgré la victoire, il n'était pas tout à fait content du contenu et c'est Didier Deschamps. Donc voilà, Et il Raz, a oui, chan la et il a tactical cam. rechangé son système juste avant la coupe du monde, hein. Il a rechangé son système Exactement, juste avant la coupe du monde. Donc alors que les résultats étaient exactement. pas dramatiques non plus. Raz, pour la tactical cam, non, en tant que particulier, vous pouvez pas l'avoir. Même pour nous, c'est compliqué. Moi, j'ai voulu le voir aujourd'hui, c'était compliqué aussi. Donc non, malheureusement, on n'y a pas accès, c'est dommage. Les diffuseurs qui ont les droits pourraient le mettre à disposition des abonnés. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup pour eux, s'il y aurait si beaucoup de clients seraient friands de ça. Mais bon, en tout cas, la Tactical Cam n'est pas disponible. Si tu es en Italie, par exemple, la RAI la rend toujours disponible sur son appli. Donc, quand tu regardes un match sur la RAI, si jamais tu es en Italie, tu peux avoir accès à la Tactical Cam. Les amis, bon, on n'aura pas réussi à joindre Zach, c'est pas grave, mais il doit être en train de faire la fête et de pleurer en même temps peut-être après ce match. Non, mais je pense qu'il était très content d'y assister. Quant à nous, on se retrouve samedi. Il reste 2 salons tactiques. Ça marche bien, on est content, vous êtes de plus en plus nombreux. Les scores sont cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, à parler de nous. Ça fait toujours plaisir. Puis vos retours nous font plaisir. Même les retours plus négatifs, on les lit. Ça fait progresser. Voilà, donc on se retrouve samedi, n'oubliez pas, à 23 h normalement, et évidemment dimanche, le soir de la finale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous souhaitez une belle soirée si vous faites la teuf. Bon courage pour demain, pour le travail. Je salue Raphaël, mon acolyte, qui, vous inquiétez pas, a le sourire à l'intérieur, mais il s'est concentré pour nous livrer son analyse de l'émission. Je vous dis bonne nuit à tous, à bientôt tout le monde. Et puis écoutez, hein, dimanche, la finale, et puis pourquoi pas la troisième étoile. Allez, ciao, salut tout le monde. Bonne soirée.